Mais là, le public va nous donner l'énergie pour qu'on passe un bon moment ensemble. Merci beaucoup Evelyne Dress d'être avec nous. Merci à vous, je suis très heureuse de revenir à Mency. Je parle toute seule. Hein. Vous avez... Ah non, mais je vous en prie. Vous appuyez sur un bouton, ça y est. Je suis très heureuse de revenir à Mency, ça fait cinq fois peut-être. Et donc je commence à avoir des aficionados et des gens qui viennent en confiance m'acheter le dernier roman. Et ça me fait très très plaisir. Voilà. Donc je suis très contente. En plus, l'accueil est toujours magnifique. On a toujours beau temps. C'est un vrai week-end de rêve pour moi. Bon, je vous donne la parole. C'était une excellente introduction, vous le faites parfaitement bien et vous me facilitez même la tâche, donc je vous remercie. Non, c'était pour vous présenter pour celles et ceux peut-être qui ne vous connaissent pas encore. Ah ben, allez-y. Donc vous êtes artiste... Privilégié qui a Vous êtes une artiste pluridisciplinaire, donc ouais. Vous êtes écrivaine, romancière, peintre, réalisatrice et peut-être encore d'autres talents. Je suis surtout connue comme comédienne. Exactement, exactement. Donc vous menez depuis depuis plusieurs décennies une carrière artistique très riche. Oui. J'ai été subtil. Je sens que dans pas longtemps, elle va demander ma date de naissance. Non, je l'ai fait une fois. Et comme on dit, on ne demande pas aux femmes si comme les polices. Non, mais j'ai une longue carrière de comédienne. Tout le monde me connaît pour notamment Et la tendresse bordel, qui est un film culte. Mais j'ai aussi tourné avec Ettore Scola, Jacques Deray, enfin, Édouard Molinaro, beaucoup de gens très connus. Mais ce qui me colle à la peau, c'est Et la tendresse bordel, parce que ça a été un énorme succès, et aussi un film qui a changé l'écriture cinématographique, parce que jusque ce film, on racontait les histoires, un début, un milieu, une fin. Or, Et la tendresse bordel et des sortes de moments comme ça, juxtaposés, des histoires parallèles, une autre manière donc de raconter l'histoire, et puis aussi ça parlait de sexe. Alors, en 78. Donc effectivement c'est un thème marquant. Est-ce que dans Les Silences de Venise on parle de ça? Je laisse les auteurs s'y plonger, mais en tout cas c'est votre nouvel ouvrage où vous nous plongez dans une quête captivante où la recherche des origines devient une forme de quête de soi. Je voulais savoir déjà pour commencer comment était née l'idée de ce roman. Est-ce que c'était après un voyage à Venise ou quelque chose qui était au fond de vous-même et que vous voulez nous partager? Alors, d'abord, il y a une part autobiographique dans tous mes romans. La quête de soi, la quête des origines, c'est un sujet récurrent que je raconte de manière différente à chaque fois. Je suis de façon générale un écrivain voyageur, donc je vais chercher mes origines, ou plutôt je vais tourner autour de mon nombril ailleurs. Plutôt que dans une chambre de bonne à Paris, je préfère emmener mes héroïnes sur les routes, en Pologne, à Jérusalem, en Birmanie, en Turquie. Et là, c'était à Venise. Alors Venise, j'y étais déjà allée pour écrire un roman qui s'appelait Les Tournesols de Jérusalem, que vous ne trouverez plus, parce que j'ai vendu le dernier ce matin, qui se passait à la fin du 19e à Paris, au début du 20e à Jérusalem. Et à l'époque, on prenait le bateau à Venise pour aller en Terre Sainte. Et donc, je ne vais pas vous raconter ce livre et vous mettre l'eau à la bouche, puisque je ne l'ai plus. Mais en tout cas, j'avais à ce moment-là déjà vécu à Venise pour mon héroïne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai l'idée d'un roman, j'écris 5-6 pages, un synopsis de 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi.
ce qui fait que tout ce qui est dans les livres est vrai. Je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment ressenti. Et donc, voilà, comme j'avais déjà du matériel à propos de Venise, comment est-ce que j'ai eu l'idée d'y retourner et de réutiliser ce que j'avais déjà engrangé? Je ne sais plus. En tout cas, moi qui ne suis jamais allé, j'ai envie d'y aller déjà, quand on se plonge dans le roman, on voyage, c'est-à-dire on est dans les bateaux, on est dans les places emblématiques, on entend les musiques, notamment Vivaldi, qui a une grande importance dans l'œuvre. Donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que Venise n'est pas le personnage principal du livre? Oui, bien sûr. Je suis trahie? Non. Oui, bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en gros sur la couverture. Venise a une grande importance, c'est une ville très mystérieuse, et c'est un roman de mystère, de secret, de mystère révélé. Et je trouvais que Venise correspondait vraiment bien à cette ambiance que j'avais envie de raconter. Et j'ai découvert au fur et à mesure de mon écriture des choses que moi-même je n'avais pas pensé avant de me lancer dans cette histoire. Et en tout cas, je raconte une Venise qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quand on va à Venise, on voit d'autres choses. Et moi, je révèle là une Venise qu'on ne connaît pas. Justement, à travers les yeux et le regard et la vie même d'une héroïne, qui s'appelle Eva et qui enquête sur les origines d'un homme abandonné à la naissance, le fameux Giorgio Scafano, j'essaie de mettre l'accent, donc il y a un richissime homme d'affaires italien. Pourquoi la recherche, et vous l'avez dit, des racines, c'est un thème aussi marquant chez vous? Ouais, récurrent. J'avais déjà, alors là, l'autre, je l'ai aussi sur ma table, les chemins de Garvoline qui se passent en Pologne. Pour ce roman, j'étais partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'il décède, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Et en l'occurrence, mon héroïne ne connaît que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garvoline, Pologne. Or, c'était aussi ce qui était écrit sur la carte d'identité de mon père. Et donc, je suis partie à vélo sur les routes de Pologne, à la recherche de ces traces dont je ne savais rien. Donc, ce travail de généalogiste, puisque dans Les Silences de Venise, mon héroïne est généalogiste pour le coup. Dans Les Chemins de Garvoline, mon héroïne partait à la recherche de ses origines, mais sans être particulièrement généalogiste. Là, elle est généalogiste pour un notaire. Oui, c'est-à-dire qu'elle travaille, vous savez que dans les grandes études notariales, il y a souvent des généalogistes qui sont payés à l'année, qui travaillent dans le cabinet, parce que quand on a des héritages, en France, les notaires sont absolument obligés de rechercher tous les héritiers possibles, que ce soit en France ou bien ailleurs dans le monde, comme il y a souvent des secrets de famille, des enfants qu'on a pondus un peu ici ou là. Donc le notaire est obligé de les retrouver. Et donc mon héroïne, Eva Gutmanster, je pourrais vous parler d'Eva Gutmanster parce que depuis plusieurs livres, mon héroïne s'appelle tout le temps Eva Gutmanster. J'ai décidé que ce serait comme ça. Quel que soit son âge, quel que soit le pays où on la retrouve, c'est ma signature, c'est Eva Gutmanster. Et au fond, comme c'est Evelyne Dress, bon ben voilà, c'est mon double. Et donc, Eva Gutmanster
et travaille chez un notaire. Et parallèlement à ça, pour arrondir ses fins de mois, elle monte des arbres généalogiques pour des clients privés. Et en l'occurrence, elle a une demande d'un certain Giorgio Scorfano, qui est une des deux fortunes d'Italie, né à Venise, mais abandonné à la naissance, qui a grandi dans un orphelinat et qui se retrouve à 55 ans à avoir tout à coup envie de savoir d'où il vient. Lui, il est au fond de lui-même persuadé de descendre d'une grande famille vénitienne, et donc il donne beaucoup d'argent à Eva Gutmonster pour qu'elle parte à Venise, qu'elle y reste le temps qu'il faut pour retrouver les origines de cet homme. Mais justement, c'est ça sa quête, c'est-à-dire chercher les origines de l'autre, mais en cherchant les origines de l'autre, elle va plus s'en connaître sur elle-même. Est-ce que c'est ça aussi, ce miroir que vous vouliez installer? Oui, tout à fait, bravo, merci. Et comme j'avais déjà le roman l'année dernière, je vous signale qu'il y a énormément de gens qui sont revenus pour me dire qu'ils avaient adoré ce livre. Et du coup, ils en ont pris d'autres. Et oui, c'est toujours en miroir, évidemment. On se révèle souvent par rapport aux autres, par rapport à l'image qu'il vous renvoie de vous-même. Et bon, moi j'adore cette histoire, je la trouve vraiment très belle, parce que ce sont deux êtres qui vont se rencontrer, et peut-être que... On n'en dit pas plus, mais effectivement, il y a ce miroir qui fonctionne bien, et aussi cette idée que les secrets traversent les générations, et ça c'est un thème très universel. Mais est-ce que vous pensez que toute vérité mérite d'être connue? Vous savez, les enfants adoptés, ils sont souvent en quête de leurs origines, de savoir d'où ils viennent. Je crois que c'est une question qui devient très prégnante en vieillissant. On a besoin, plus on vieillit, plus on s'approche de la fin, et plus on a besoin de savoir d'où l'on vient et quelle a été l'histoire qui vous a précédé. Voilà, enfin, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Il y a non seulement l'histoire personnelle, mais aussi son histoire dans la grande histoire. Oui. Et un des thèmes de votre livre, c'est la spoliation des tableaux et des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. À Venise, ce qu'on ne connaît pas forcément, puisqu'on parle toujours de la spoliation en France, par exemple, puisqu'on habite la France, et on connaît moins bien l'histoire vénitienne. Et donc, effectivement, il y a un personnage aussi très important, c'est la maison qu'elle découvre. Rien de vous en parler, ça me donne la chair de poule. Et cette maison renferme beaucoup de mystères. Et là, elle découvre 300 tableaux de grands maîtres qui ont été spoliés à un juif. Alors, le roman aussi se construit autour du nom que l'on reçoit à la naissance, autour duquel on se construit. Et en l'occurrence, mon héros, Giorgio Scorfano, découvre que ce n'est pas son vrai nom. Alors, ça c'est un sujet aussi récurrent dans mes romans, et je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Dans le Talmud, il est dit que si une personne est malade, il faut lui changer de nom, et à ce moment-là, elle n'est plus malade. Alors ça peut paraître dingue, pourtant, je vous donne des exemples. Vincent Lindon est bourré de tics, mais quand il joue un personnage qui n'est pas lui, il change de nom, il n'a plus de tics.
c'est pas lui, c'est l'autre. Francis Perrin est bègue dans la vie. Pourtant, il joue beaucoup au théâtre. Et quand il joue pas Francis Perrin, il joue un autre. Il n'est plus bègue. Voilà. Donc le Talmud dit la vérité. Et on a évidemment des exemples de rémissions qui sont passées par un changement de nom. Alors théoriquement, ça se fait devant le rabbin, à la synagogue, etc. Et des gens qui réchappent à la mort alors qu'ils sont à l'article de la mort grâce à ce changement de nom. Je pense que tous les médecins du monde devraient réfléchir à la question et lire le Talmud. Et c'est évidemment présent dans le livre, et on n'en dit pas plus. Alors vous parlez de comment on peut échapper à la mort, et donc du coup est-ce que par conséquent, et ce que je vais dire n'est pas fortuit, c'est une ode à la vie? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ces deux personnages ressuscitent d'une certaine manière, tous les deux. Ils ont chacun une histoire lourde. Et ils vont en faire quelque chose de positif, je crois. Il ne faut pas se... tout à l'heure, il y a une de mes lectrices qui est venue et qui m'a dit qu'elle avait adoré, donc elle m'a appris 2 autres livres. Et elle m'a dit, on l'a lu 2 fois avec ma mère, parce qu'on n'était pas d'accord sur la fin. Elle disait une chose, et moi j'en disais une autre. Alors je ne vous dis pas quoi. Et je lui dis, mais vous avez raison, c'est vrai. Alors je ne sais pas jusqu'où je peux dire, il ne meurt pas. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Non, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu cette fin, sans la dévoiler, c'est que chacun peut se l'approprier. Oui, je pense que c'est plus ça, voilà. Oui, oui, absolument. On pourrait penser que c'est une fin ouverte. Pour moi, elle n'était pas ouverte. Je connais la résolution de l'histoire. Mais vous pouvez venir me voir l'année prochaine et me demander... Le rendez-vous est pris. Vous êtes doué. Comme on l'a dit en préambule, vous avez plusieurs manières d'exprimer votre sensibilité artistique avec différents canaux, différentes formes. Et ça se ressent aussi dans le livre. Par exemple, vous nous plongez dans une visite de la Biennale d'architecture. Pourquoi ça aussi, c'est une dimension que vous voulez donner d'une forme plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire faire toujours ces petits clins d'œil à la pluralité des arts possibles. C'est-à-dire que je n'écris pas un livre de plus. J'essaye d'apporter quelque chose à mes lectrices, à mes lecteurs, si possible, à les rendre intelligents. Enfin, on soit content d'avoir lu le livre, parce qu'on se dit « Ah, tiens, j'ai appris ça, et tout ça. » Et avant Les Silences de Venise, j'ai écrit un roman que je vous recommande, qui s'appelle « Je veux peindre et aimer », qui raconte mon expérience de peintre, que j'ai donnée à mon héroïne, parce que effectivement, dans tout ce que je fais. Alors, je vous rassure tout de suite, pour moi, je fais toujours la même chose. Il n'y a que le support qui change. Parfois, c'est sur une toile, parfois, c'est sur du papier, parfois, c'est sur les planches. Mais au fond, pour moi, ce n'est que le support qui change. J'ai toujours l'impression de faire la même chose, sauf de m'exprimer d'une façon différente. Micro. Ouais. Et donc, voilà. D'ailleurs, quand j'ai écrit « Je veux peindre et aimer », en fait, je m'étais toujours reproché de n'avoir pas fait comme Henri Miller, qui a écrit sur sa peinture un roman qui s'appelait « Peindre, c'est aimer ». Peindre, j'ai oublié le titre,
peindre, c'est aimer. Enfin bon, c'était un titre approchant. Et lui, Henri Miller, qui est l'écrivain qu'on connaît, a raconté sa peinture. Et donc, je me suis dit, mais oui, il a eu raison. J'ai aussi envie de raconter ma peinture. Alors, Je veux peindre et aimer commence à Nîmes, ensuite va à New York, puis termine en Turquie et retour à Nîmes. Alors, c'est aussi un beau voyage à travers les arts, la philosophie, parce que dans Je veux peindre et aimer, mon héroïne est amie avec Khalil Gibran, l'auteur du Prophète. Et donc, voilà, ça dit que lorsque j'écris, j'essaye de dire des choses intelligentes et apprendre des choses, mais d'une façon agréable, facile. Je veux mettre à la portée du plus grand nombre des grandes questions existentielles. Mais c'est aussi un hommage à la pratique artistique qui, vous, on a l'impression, est non seulement au cœur de votre vie, mais peut-être la sauver d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi. La quoi? La sauver d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi. Vous parlez de ma vie, sauver ma vie, vous avez raison. C'est ma résilience. Heureusement, parce que j'ai traversé des choses très difficiles et je remercie Dieu tous les jours de me donner la capacité d'écrire. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et c'est une grande chance. Sinon, je serais une comédienne vieillissante à côté de son téléphone qui ne sonnerait plus. Car vous savez qu'il n'y a pas de rôle pour les femmes. On peut applaudir. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'écrire. Et bien que je n'ai pas fait de hautes études, j'arrive à toucher des grands sujets et ça me rend très fière de moi, à vous dire le vrai. Et je me dis, bon, ben, une fois que je serai enterrée, on se dira, ah, mais quand même, il y avait une œuvre. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée et que vous m'avez demandé si j'étais d'accord qu'on l'aborde, c'est que tous mes romans sont traversés par la question juive. Alors, pas d'une façon didactique, pas d'une façon militante, pas d'une façon... je ne veux absolument pas... Oui, prosélyte. Je ne veux absolument pas convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. La seule chose, c'est que mes héroïnes sont juives et je jette des ponts entre le judaïsme et les autres religions pour montrer à quel point elles sont, elles veulent toutes aller vers la paix, donner la paix au monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, m'effraie beaucoup. M'effraie parce que j'ai travaillé sur le sujet dans les tournesols de Jérusalem, autour de l'affaire Dreyfus, dans les chemins de Garveline, autour de la guerre de 40, de la Shoah. Et je connais les processus et je vois comment ils se mettent en place et je vois comment aujourd'hui ils se mettent en place. Voilà. On va donner peut-être l'opportunité au public de poser des questions à Evelyne Dress. Le micro est à partager, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Soyez pas timide. Oui, ne soyez surtout pas timide et posez-moi n'importe quelle question, je réponds à tout, même sur mon âge. C'est ce qui m'embête le plus. Sinon, c'est moi qui désigne. Hein. Ah non, mais moi, je vais continuer à parler, puisque je parlais d'âge. Ce qui me rend triste, c'est le temps qui passe, mais surtout celui qui reste. Et je trouve qu'on devrait apprendre aux enfants, dès la maternelle, que cette vie va passer très vite. Parce que quand on est petit, on se dit « Oh là là, vivement que je sois grande alors !» Ben non,
Non, non. J'aurais eu des enfants, je leur aurais dit tous les jours d'abord qu'ils sont beaux. Ça, c'est la perte de temps à se dire ah mais qu'est-ce que tu es moche. Bon, à ne pas tomber amoureuse comme ça, à croire qu'on est amoureuse du premier venu. Non, ça sert à rien. Voilà, je trouve qu'on devrait faire l'éducation des enfants autrement et surtout leur dire de profiter de chaque instant, car ça va passer très vite. On ne peut pas mieux terminer. Merci beaucoup. J'ai un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Evelyne Rest. Les silences de Venise disponibles, donc n'hésitez pas à... J'ai écrit 10 romans, hein. Alors là il en reste 9 et 2 albums jeunesse pour les 3 à 7 ans. Et comme Pierre Perret nous l'a offert tout à l'heure, peut-être qu'il y a aussi une suite ou des livres à venir? Ah oui, j'ai déjà écrit 2 romans, parce qu'en vérité, je veux changer d'éditeur, ce qui n'est pas simple. Et donc, j'ai 2 nouveaux romans déjà écrits. L'un s'appelle Un océan de blanc, et je vais vous dire où il se passe, au Groenland, où je suis allée, bien sûr, par moins 40. Et l'autre s'appelle Les oubliés d'Odessa. Et contrairement à son titre, il ne se passe pas à Odessa, mais à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et je suis en train d'écrire « Je vous souhaite d'être follement aimé ». Parce que j'ai 2 lignes. J'ai une ligne d'écrivain voyageur et une ligne de livres plus intimistes, disons, comme 5 jours de la vie d'une femme, La maison de Petit Cher. Et voilà, Pas d'amour sans amour, qui est également un film que j'ai réalisé avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Dujossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, et dans lequel je jouais le rôle principal. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Il ne faut surtout pas faire ça. Comment ça s'éteint?